veux saluer le travail des titans abattus par la Commission électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront, conformément au calendrier électoral publié par la CENI, nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République, je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de votre droit à l'autodétermination. Bienvenue aux 20h, mesdames, messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition d'information, de chef d'État se succède à Kinshasa après Ali Bongo du Gabon. C'est au tour du président zimbabwéen Emerson Mnangagwa qui est arrivé aujourd'hui dans la capitale. Dans ce journal, vous suivrez en plus les tête-à-tête qu'il a eu avec son homologue congolais Joseph Kabila Kabange. Et puis des projets pour l'encadrement des enfants sortis de l'île, la Banque africaine de développement se propose d'appuyer la RDC dans la transformation agricole, le sujet abordé par le ministre des Finances Henri Moulang et une mission de la BAD pour la région Afrique centrale en séjour en RDC. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter. J'ai dit tantôt à l'ouverture de cette émission d'information, arrivée du président zimbabwéen Emerson Mnangagwa, première visite officielle en République démocratique du Congo. Il a été accueilli à l'aéroport d'Indjili par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Mirabeau. Ambiance inhabituelle et spéciale dans un décor solennel, mardi 27 février 2018, à l'aéroport international d'Indjili. Tapis rouge déroulé pour le 2 mars, les drapeaux congolais et zimbabwéens flottent côte à côte au rythme de l'amitié entre les deux nations. C'est dans ces contextes de joie débordante que l'avion transportant l'hôte du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, le nouveau président du Zimbabwe Emerson Mnangagwa, s'annonce sur les sols congolais. Une première visite en République démocratique du Congo d'Emerson Mnangagwa en qualité de chef de l'État de la République du Zimbabwe. À sa descente de l'avion, il est accueilli par le président de l'Assemblée nationale, Nobel Inakunjala Njoko. Poignée de main chaleureuse et fraternelle, caractérisant les vieilles relations de solidarité et de rapprochement entre Kinshasa et Harare. Et il est fleuri par les fillettes qui lui ont souhaité la bienvenue en terre congolaise. Il a par la suite salué la haie d'honneur composée des officiels congolais et zimbabwéens. La République démocratique du Congo et la République du Zimbabwe, deux alliés très actifs dont les accords cimentent la coopération bilatérale qui sert de levier à l'émergence comme puissance économique et industrielle en Afrique australe. Après la cérémonie d'accueil, le cortège présidentiel s'est dirigé vers le fleuve Congo Hotel où loge le président Emerson Mnangagwa. Sur place, la communauté zimbabwéenne vivant en République démocratique du Congo et une foule immense des Congolais ont réservé un accueil triomphal à l'invité de marque du président Joseph Kabila Kabange. Voilà, aussitôt arrivé, le tout nouveau président du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, a eu un tête-à-tête aujourd'hui avec son homologue congolais, Joseph Kabila Kabange. Les deux personnalités ont parlé renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines de coopération, notamment le domaine lié à la sécurité. Pierre Kimameso Moïsa, Ernest Mouloumba Beno Moussoya et Sébastien ont signé ce reportage. Intense activité diplomatique régionale du président de la République Joseph Kabila Kabange après les rencontres à Kinshasa avec le président de la République du Congo Denis Sassou Nguesso, de l'Angola Joao Lourenço
et du Gabon Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État reçoit ce mardi 27 février 2018 au Palais de la Nation le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, en visite officielle de 48 heures à RDC. L'hôte de marque a été accueilli chaleureusement par son homologue de la RDC. Il a salué les officiels présents au Palais de la Nation, parmi lesquels quelques membres du gouvernement et du cabinet du président de la République. Témoin de l'événement, la presse qui a été gratifiée par des prises de vue, notamment de la poignée de main de deux chefs d'État. Après la photo officielle, Joseph Kabila Kabange et Emmerson Mnangagwa se sont entretenus en tête-à-tête pendant 1 heure. Au même moment, les délégations congolaises et zimbabwéennes étaient en réunion. Du côté congolais, on a noté la présence du vice-premier ministre, ministre des Transports, du vice-premier ministre de l'Intérieur, du ministre d'État en charge du commerce extérieur, du ministre de Mines, du ministre de l'Énergie et du vice-ministre des Affaires étrangères. La délégation zimbabwéenne était composée des ministres respectivement des Affaires étrangères, des Transports, de l'Environnement et de l'Information et la presse. Deux pays intimement liés, la République démocratique du Congo et le Zimbabwe, entretiennent d'excellentes relations bilatérales d'amitié et de coopération. Ils sont tous membres du COMESA et de la SADC. Les deux pays ont convenu de supprimer les visas d'entrée lors des travaux d'une session ministérielle de la commission mixte à Lubumbashi. À l'issue du tête-à-tête, le chef de l'État zimbabwéen a tenu à visiter avec son homologue congolais la salle de congrès du Palais de la Nation. Cette salle historique dans laquelle le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, héros national, avait prononcé son discours de l'indépendance. Emmerson Mnangagwa a prêté serment comme président de la République du Zimbabwe le 24 novembre 2017, candidat du ZANU-PF, son parti politique, à la prochaine présidentielle. Il succède à Robert Mugabe à la magistrature suprême. Le président de la République du Zimbabwe a honoré la mémoire de Mzee Laurent Désiré Kabila, ses héros national, en visitant le mausolée à Mzee Laurent Désiré Kabila, une visite placée sous la supervision de la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila qui dirige l'honorable Jeannette Kabila Anakemvunda. Le mausolée de Mzee Laurent Désiré Kabila, de plus en plus l'objet de visites de chefs d'État de passage à Kinshasa. L'on comprend aisément que c'est dans les buts de se souvenir de la grandeur d'homme qu'a été les soldats du peuple. Le président du Zimbabwe n'a pas dérogé à cette règle. Aussitôt arrivé à Kinshasa et après installation, Emmerson Mnangagwa est allé déposer une couronne de fleurs et s'incliner sur la tombe de Mzee Laurent Désiré Kabila au mausolée érigé en son honneur. Les 4 ministres du tout nouveau gouvernement qui ont accompagné les chefs de l'État ont fait partie de la délégation à laquelle il convient d'ajouter les 2 ambassadeurs en poste à Kinshasa et à Harare. Cette visite du mausolée s'est déroulée, il faut le préciser, en présence de la présidente de la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, l'honorable Jeannette Kabila, sous la conduite du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, le professeur Henri Movasakani. Le tour du palais en verre a permis aux visiteurs de marque de la RDC de découvrir les credos désormais célèbres de Mzee, légué au peuple congolais de ne jamais trahir le Congo. Avant de quitter l'ouvrage où repose pour l'éternité LDK, le président Emmerson Mnangagwa a couché des mots aimables dans le livre d'or de la fondation. Je cite: « Je me souviendrai encore longtemps de l'opportunité qui m'a été offerte de rédiger ces mots aimables en mémoire de mon cher et défunt frère, président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila. Je laisse ici l'expression de ma pleine gratitude en souvenir de mon frère bien-aimé de la RDC. Signé, président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. A noter que la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila a été créée au lendemain de la mort de LDK et inaugurée par l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe. Allons à présent à la découverte du Zimbabwe, ce pays avec ses fleurs et faunes ainsi que ses chutes, une carte postale signée Patrick Nichamkoui. Sur la carte, on l'identifie comme un pays d'Afrique australe. Connu pour ses paysages spectaculaires et sa faune diversifiée, le Zimbabwe est visible en grande partie dans les parcs, les réserves et les espaces de safari. Sur les emblettes
Zambèze, les chutes Victoria plongent avec fracas d'une hauteur de 108 mètres dans les gorges étroites de Batoka, où il est possible de pratiquer le rafting et le saut en élastique. En aval se trouvent les parcs nationaux de Matusalena et de Manapouz qui abritent les rhinocéros et les oiseaux. Sa population est estimée à plus de 16 millions d'habitants, dont le 99% est constitué de Noirs africains, liés surtout aux ethnies Shona et Dembélé disséminés à travers les 8 provinces du pays. La principale religion est le christianisme, couvrant près de 87% de l'espace. Avec comme capitale Harare, le Zimbabwe est officiellement une république présidentielle dans laquelle le droit de vote est accordé à tous les citoyens de plus de 18 ans. Sa force de défense, l'une des meilleures d'Afrique, dispose de 29 100 actifs et de 29 800 paramilitaires sous ses drapeaux. Avec ses 3 langues principales, à savoir l'anglais, le ndebele et le shona, auxquelles s'associent 16 autres langues officielles, le Zimbabwe, pays au climat tropical tempéré, possède un potentiel assez important de ressources naturelles. Cette ancienne colonie britannique, autrefois appelée Rhodésie du Sud, est dirigée depuis le 24 novembre 2017 par Emerson Mnangagwa, actuellement en visite de travail en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est encore la récente marche organisée par le comité laïque de coordination. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa a fait cette mise au point au lendemain donc de cette marche. Et Jenny Delachemel nous en dit plus dans son reportage. Tout a commencé dans la parade du samedi 24 février 2018 portant sur la gestion des émeutes de la marche des laïcs catholiques interdite par le gouverneur de la ville de Kinshasa, où le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, va donner des consignes pour respecter l'utilisation des armes à feu, car ne voulant pas entendre parler des pertes en visu. Nous sommes à l'église Saint-Benoît de Nemba, où un groupe de Koulouna tombe sur un agent de l'ordre. Le même sort est subi par la commandante de la brigade d'intervention rapide de Moamba, Loke Sokari, passé à tabac par un autre groupe de malfrats. Brutalisé, l'agent de la police Tokis Kumbo, commis à sa garde, va tirer une balle en caoutchouc sur un manifestant du nom de Mukendi Kadima Rossi. Blessé, il saigne, mais au lieu de l'amener immédiatement à l'hôpital, les manifestants se sont contentés de le filmer et prendre des photos sur lui avant de l'amener à l'hôpital Saint-Joseph. Plusieurs heures après cette incidence, il succombe de ses blessures. Et pourtant, le commissaire provincial de la police est passé dans un centre de santé à Lemba, où était accueilli un blessé avant de se rendre à l'hôpital Saint-Joseph, où il va rencontrer même le médecin directeur de cet hôpital devant la presse. Il lui explique les cas des différents blessés. Si nous on a fait le premier soin, mais cela ne suffit pas. Parce qu'il faudrait en urgence qu'on puisse bien le prendre en charge. C'est un jeune garçon de 21 ans. Rossi Mukendi est mort de suite de ses blessures. Informé de cette situation à Silvano Kasongo, ordonne l'arrestation du policier Tokis Kumbo pour le non-respect des consignes, car les balles en caoutchouc se tirent à la distance de 20 mètres, alors que lui a tiré à mi-distance de ce mètre. Signalons l'arrestation du brigadier en chef Tokis Kumbo de l'escadron mobile d'intervention Mont-Amba pour avoir tiré des balles en caoutchouc à moins de 20 mètres sur M. Mukendi Kadima Rossi. Et la police donne le bilan de cette marche pour la ville de Kinshasa. Le bilan est de 1 mort et 9 blessés, dont 3 policiers. L'officier Tokis Kumbo va être déféré aux juridictions compétentes pour la violation des consignes. Nonobstant, notons que tous les interpellés de cette journée ont été relaxés.
vous avez suivi ces reportages Jean Mandunda et de Génie Dada Chabani. Puis le ministre de la Justice, Maître Alexis Tambou Mwamba, a échangé aujourd'hui avec une délégation de l'ANAPI, entendue Agence nationale pour la promotion des investissements, délégation conduite par son directeur général, Anthony Kinzo. Les questions liées à la sécurité juridique et judiciaire des investissements ainsi que celles liées à la création du guichet de création d'entreprises à travers le pays ont donné donc les échanges du Patrick Michel Koui. L'une des premières questions que se pose un investisseur avant de poser ses valises dans un pays est celle de savoir s'il peut être rassuré de l'équité de la justice. La question reste épineuse pour la RDC, déjà éclaboussée par certains faits dans le passé, anéantissant les efforts du gouvernement dans l'amélioration du climat des affaires. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, qui a pris à bras le corps le problème, veut rassurer les autres du pays. Son directeur général a, au cours d'un entretien avec le ministre de la Justice, étalé toutes ces questions des sécurités juridiques et judiciaires. Alexis Tambou Mwamba, qui a déjà engagé un processus en ce sens, a rassuré Anthony Kinzo Kamole de son ferme engagement à assainir le secteur. Nous venons d'obtenir son engagement ferme, parce qu'il a dit sa ferme volonté à pouvoir accompagner les opérateurs économiques. Sa feuille de route est déjà mise en place. En ce qu'aujourd'hui, il y a une commission des magistrats qui est en train de pouvoir analyser les dossiers des faux magistrats, du faussaire. Et il vient de nous dire qu'il va mettre un bon nombre de magistrats à la porte. Ce qui aujourd'hui est un engagement fort, qui prouve aux opérateurs économiques que cette équité de la justice est en train de se mettre en place et elle est garantie. Un autre sujet évoqué au cours de ces échanges, c'est l'implémentation des guichets uniques de création d'entreprises à travers le pays. Si déjà Kinshasa et Lubumbashi sont servis en extension, Kisangani sera la prochaine ville à ouvrir ce guichet, a rassuré le ministre de la Justice. L'Office congolais des contrôles, appelé à améliorer sa production et ses prestations, un contrat de performance a été signé entre le ministre d'État au commerce extérieur Jean-Lucien Boussa et les cadres de cette entreprise d'État. Reportage Jacques Djouramichi. La cérémonie de la signature du contrat de performance à l'Office congolais des contrôles a vécu dans le beau cadre de Béatrice Hôtel. Modérée par le chef du département de marketing Franck Elias Moukania, cette rencontre était présidée par le ministre d'État, ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa Tongwa, qui tient à l'amélioration sans faille de la production et des prestations de l'OCC. C'était en présence de la secrétaire générale au commerce, du président du conseil d'administration placé de Chisolpa Tchakatumba, de membres du conseil d'administration de cet établissement public, le représentant de la FICIN, de Ségus RDC, de BIVAC International et de cadres de l'Office congolais des contrôles. L'adresse du patron du commerce extérieur à cette occasion était précise et claire. J'ai monté le périmètre des indicateurs économiques et financiers ainsi que stratégiques sur lesquels la direction de l'Office congolais de contrôle entend s'engager vis-à-vis de l'autorité de tutelle. J'invite toute la famille OCC à la performance et en même temps à la cohésion. Pour ma part, je m'engage au nom du ministère du Commerce extérieur à assurer le suivi de l'exécution de ce contrat. Pour le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Pierre Célestin Issasita Bouamsimwa, le contrat de performance signé pour l'année 2018 comporte deux volets. Le premier volet du contrat est un réseau d'indicateurs économiques et financiers. Le second volet du contrat est tissé d'indicateurs stratégiques exprimés en termes d'objectifs et d'affectation de ressources bien limitées. Puis s'en suivra la signature proprement dite du contrat de performance et l'échange des signataires. Pour lier l'utile à l'agréable, un cocktail a été servi. À la Commission électorale nationale indépendante, la plateforme Alternance pour la République a eu tout l'éclairage voulu sur les questions techniques et opérationnelles ainsi que sur la mise en œuvre du calendrier électoral. Elle a échangé justement avec le bureau de la CENI. Marcel Monanteba. C'est pour recevoir à la source davantage d'éclairage sur les préoccupations concernant les déroulements du processus électoral que la délégation de la plateforme Alternance pour la République, conduite par Délice Sanga, s'est rapprochée ce 27 février 2018 de la CENI. Les avancées déterminantes enregistrées par la CENI dans le cadre de la mise en œuvre du calendrier électoral, les défis à relever, de même que certaines questions spécifiques qui méritent un éclairage, ont été au centre de cet échange animé par le président de la CENI, Corneille Mangueux-Bello. Comme vous le savez, l'Alternance pour la République existe depuis mai 2016 et nous avons été créés pour aller aux élections. Nous sommes donc impatients d'aller à celle-ci pour autant que ces élections soient libres, démocratiques,
transparente et inclusive. La CENI, c'est l'organe technique qu'ils sont ouverts. Nous voudrions voir cela, qu'il y a une ouverture et qu'il n'y a pas de décisions qui sont décidées d'avance. Le président de la CENI, tout en saluant, estime que l'AR a porté à son endroit, s'est dit ouvert aux suggestions pour l'avancement du processus électoral. Quelque part, 46 millions d'électeurs, nous avons un résultat aujourd'hui. Je pense que leurs critiques, leurs avis, leurs suggestions auront été beaucoup pour qu'on atteigne ce résultat. Vous réduisez le processus électoral autour de la machine à voter. La machine à voter, ce n'est qu'un instrument parmi tant d'autres qui utilisent la CENI. Il y a des doutes qui persistent sur tel ou tel autre aspect du processus. Nous avons pris bonne note. Et la CENI, en tant que pouvoir organisateur des élections, décidera. Nous ne fermons pas nos portes. La CENI s'investit plus que jamais à assurer l'exécution du reste des activités du calendrier électoral. La nouvelle alimente la chronique à travers le pays. L'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari, a été nommé, vous le savez, hier, secrétaire permanent du PPRD. C'était au cours de la réunion du bureau politique, nous dit Jacques Kawaba. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, en pleine dynamique électorale et de restructuration. Après la nomination de Henri Mouffa-Sakani à la vice-primature de l'Intérieur et de la Sécurité, l'initiateur de la plus grande formation politique du pays a désigné le lundi 26 février 2018 au siège du parti Emmanuel Ramazani Shadari comme secrétaire permanent au regard des dispositions des nouveaux statuts. Devant les membres du bureau politique et du Conseil national, l'ancien secrétaire général Évariste Bochab a décliné le nom du nouveau secrétaire permanent au nom de l'initiateur. Le PPRD a plusieurs atouts, dont notamment notre foi en la démocratie. Nous, PPRD, nous croyons en la démocratie. Le deuxième atout, c'est notre capacité organisationnelle. L'initiateur du parti est convaincu, et moi je suis d'accord avec lui que nous sommes très organisés. Le troisième atout, c'est que nous préparons les élections, les autres préparent la contestation. Et donc, nous, c'est cap sur les élections, nous devons continuer. C'est là que M. Facteur, lui, a décidé de désigner comme secrétaire permanent de notre parti les camarades Emmanuel Shadari. Dans son adresse, le professeur Henri Mouffa-Sakani a remercié l'initiateur du parti, Ubuntu par excellence, Joseph Kabila Kabange, pour le choix porté sur Emmanuel Ramazani Shadari, coup sur coup. Il a par ailleurs exhorté le secrétaire permanent à tout mettre en œuvre pour assurer au parti la victoire aux prochaines séances électorales. Il vous souviendra qu'il y a quelques mois, nous avions avancé des réflexions sur la meilleure manière de consolider notre marche afin que le processus électoral qui est engagé ne nous échappe pas dans ces résultats que nous voulons qu'ils soient en notre faveur par ce que nous pensons réaliser. Et donc il y a des obligations à se ranger à l'ordre de bataille. Les coachs ont estimé que l'une des choses devait être modifiée, la disposition sur le terrain d'attraction, la technique, la stratégie. Qui est Emmanuel Ramazani Shadari, le tout premier secrétaire permanent dans l'histoire du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Son portrait nous est peint ici par Lidor Baïkelay. Après l'indépendance du Congo, soit un certain 29 novembre 1960, un bébé né de l'union matrimoniale de Feu Bakari Ramazani et Sifa Tabou, plus précisément à Kassongo. Nous sommes dans le groupement de Kilongui, secteur de Bangou, territoire de Kabambare, province du Maniema. Le couple Bakari décide de donner à son bébé le sexe masculin le nom d'Emmanuel Ramazani Shadari. Déjà, à observer ses réflexes et gestes aussitôt après sa naissance, une sage-femme qui assistait maman Sifa s'écria « Il sera très éveillé et très intelligent ». L'oracle de la sage-femme s'est réalisé lorsqu'à
À la fin de ses études primaires en 1974, il réalise 86,4% pour obtenir son certificat émissaire de visa pour entamer les études secondaires. Là encore, Emmanuel Ramazani Shadari confirme la prophétie de la sage-femme de Kassongo en achevant ses humanités pédagogiques avec 73%. Du premier au deuxième cycle, il en sort en 1987 avec 5 distinctions. Il est de ce fait surpris coup sur coup par ses contemporains. C'est avec la mention la plus grande distinction qu'il termine son 3e cycle en sciences politiques et administratives à l'université de Kinshasa, où il est doctorant depuis 2015. Le français, le lingala, le swahili sont ses langues de prédilection. Marié à Madame Ouville Payi-Pongoli, Emmanuel Shadari est père de 8 enfants et traîne derrière lui une bien longue expérience. Ce comme assistant et directeur général d'enseignement supérieur universitaire, acteur de la société civile au maniement et à la conférence nationale souveraine, administrateur des territoires assistants et administrateur des territoires titulaires, vice-gouverneur puis gouverneur du maniement sous feu Laurent Désiré Kabila. Cofondateur du PPRD en 2002, il en devient secrétaire exécutif national en charge du procès électoral de la discipline de 2005 à 2015. En 2006 et 2011, il est 2 fois élu député national dans la circonscription de Kabambare. Pendant la même période, il est directeur de campagne du candidat Joseph Kabila au maniement. Vice-président puis président de la commission PASI de l'Assemblée nationale, il assumera par la suite les fonctions de vice-président et président du groupe parlementaire PPRD et de coordonnateur de la majorité présidentielle à la Chambre basse du Parlement. Le 17 mai 2015, en récompense pour ses mérites et succès dans différentes crises, celui qu'on surnomme coup sur coup, pour l'homme des situations difficiles, est désigné secrétaire général adjoint du PPRD par son initiateur Joseph Kabila Kabange. Au dialogue de la Cité de l'Union africaine et de la CENCO, il est désigné chef de la délégation de la majorité présidentielle et joue un rôle de premier plan avec le concours d'autres de ses camarades pour arriver à la formation du gouvernement d'union nationale. À la faveur de ce gouvernement, il est nommé sous Sami Badi Banga et reconnu sous Bruno Tibala comme vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, fonction qu'il assumera jusqu'au 20 février 2018 avant d'être remplacé par Henri Mouvasakani. 14 mois après sa prise de fonction à ce ministère, il laisse un bilan élogieux sur le plan sécuritaire en réduisant les foyers de tension ou en les éliminant totalement dans certaines provinces du pays. Et sur le plan politique, il a le mérite d'avoir défendu la loi électorale au Parlement congolais, loi qui devra amener dans quelques mois le pays aux élections libres, démocratiques et transparentes. C'est le lundi 26 février 2018 que le bureau politique, sur instruction de l'initiateur du parti, l'a désigné comme secrétaire permanent du PPRD chargé de gérer le parti au quotidien et de préparer les élections à venir. Il est le 5e chef de l'exécutif national du PPRD après Tchikes Diemou, Vital Kamere, Évariste Bochard et Alain Mouvasakani. Et puis, c'est quelques messages de félicitations adressés au tout nouveau secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadari. Le tout premier émane du groupe parlementaire PPRD. En voici le contenu. Le groupe parlementaire PPRD félicite chaleureusement le camarade Emmanuel Ramazani Shadari pour sa désignation au poste de secrétaire permanent du PPRD. Le groupe parlementaire PPRD, par la bouche de son président, l'honorable Olin Kachongo Mbavu, remercie l'initiateur et l'autorité morale du PPRD, le camarade Joseph Kabila Kabange, pour ses choix judicieux, car l'ancien vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité connaît très bien les partis et les territoires nationaux. Il a l'expérience et la qualification nécessaires pour renforcer l'ancrage et les réunions du PPRD qui ambitionne une victoire totale aux prochaines élections qui se profilent donc à l'horizon, faites à Kinshasa le 27 février 2018. C'est signé pour le groupe parlementaire PPRD Kachungo Mbafu. Pour cet autre message de félicitations, celui de l'honorable Deo Indoulou qui félicite les camarades Ramazani Shadari pour sa désignation en qualité de secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD par l'initiateur du parti, le camarade Joseph Kabila Kabange. Ces communiqués portent la signature de l'honorable Deo Indoulou, député national élu de Kinshasa. Une mission de la Banque africaine de développement séjourne dans la capitale de la République démocratique du Congo. Elle a échangé aujourd'hui avec le vice-ministre de l'Agriculture avant de se rendre au ministère des Finances où elle a pris banque avec le ministre et gouverneur pays auprès de cette institution financière internationale, Henri Yavoulang, sur la transformation agricole.
Cette séance de travail avec le ministre des Finances et le gouverneur pays près la Banque africaine de développement Henri Avoulang a permis à la mission venue d'Abidjan de présenter le programme Technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique, notamment en République démocratique du Congo. En clair, il est question pour le directeur général de la région Afrique centrale de la BAD, Ousmane Doré, d'appuyer la RDC dans la transformation de l'agriculture. La RDC a été identifiée comme un pays qui pourrait déjà bénéficier de cette initiative. Donc, dans le cadre de cette mission, nous sommes venus voir le ministre et qui nous a assuré du soutien du gouvernement à appuyer la Banque africaine dans le cadre de la mise en place de cette initiative ici dans les structures agricoles. La Banque africaine de développement se propose également d'accompagner la République démocratique du Congo pour sortir des mines des enfants qui travaillent dans différentes carrières. Cette initiative vise essentiellement à développer des plateformes agricoles dans les zones minières où malheureusement des jeunes fils de ce pays, des enfants, sont utilisés pour les productions dans les mines de cobalt. L'agenda de la délégation de la Banque africaine de développement prévoit des échanges avec le ministre de l'Agriculture et ses services, la Fédération des entreprises du Congo et le FIDA, Fonds international pour le développement de l'agriculture. C'est une séance de travail, d'échange et de renforcement de coopération avec la Banque africaine de développement sur les opportunités de transformer l'agriculture congolaise. La délégation de la BAD, conduite par le directeur général Région Afrique, a présenté le programme TAD, transfert des technologies en Afrique, conçu pour épargner au continent noir des importations qui lui coûtent plus ou moins 35 milliards de dollars chaque année. La mise en place des technologies pour la transformation de l'agriculture africaine. Et c'est un modèle qui s'inspire de ce qui s'est passé ailleurs dans d'autres parties du monde, des pays qui ont réussi à faire la révolution verte. Et pourquoi nous sommes à la veille? On s'est aperçu que c'est parce que les pays africains n'ont pas réussi à capitaliser sur la disponibilité des techniques nouvelles, la science et la technologie qui ont quand même produit plusieurs produits qui peuvent aider les agriculteurs à développer, à accroître leur productivité. Très positif quant à ce nouveau concept, le vice-ministre de l'Agriculture, le professeur Noël Botakile, a réitéré la détermination de la RDC à matérialiser le Fonds national de développement agricole. Nous voulons qu'ensemble nous puissions consolider nos réflexions, nos études pour la matérialisation du Fonds national de développement agricole, qui est une plateforme autonome qui permet à crédibiliser et faire financer l'agriculture, y compris en dehors du budget national. La RDC, au cœur de l'Afrique, doit amorcer la révolution ouverte pour se nourrir et pourquoi pas nourrir l'Afrique et le monde. La 9e session de plateforme de femmes a vécu à Nairobi, au Kenya. La ministre du genre, Chantal Safou, a représenté la RDC à ses assises. Et ici à Kinshasa, le ministre de la Coopération au développement, John Kwet, a reçu une audience.